vous cède la parole. Merci à vous, monsieur le professeur, et merci au laboratoire et à l'Université de Montréal. C'est toujours un honneur de venir ici et surtout un plaisir. Parce que ça doit faire la 3e fois que je viens à Montréal et à chaque fois, 2 fois c'était en plein mois de février. Donc je connais les rigueurs de l'hiver montréalais. Là, je crois que j'ai pris trop de vêtements, j'avais peur d'avoir froid. Voilà, bon. Alors, je vais vous parler des rapports entre droit et intelligence artificielle. Je pense que déjà un certain nombre d'entre vous ont des notions sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas forcément reprendre le b.a.-ba, ne serait-ce que parce que voilà, il y a beaucoup d'articles de presse qui paraissent sur ces sujets. Donc, voilà, je vais simplement structurer mon propos en 2 parties. Une partie qui est relative à la conception, à un projet qui a abouti à la conception d'un outil qui utilise l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, puisqu'il s'est agi de quantifier l'aléa judiciaire, ce qu'on a fait avec un outil d'intelligence artificielle. Et puis, étant juriste, je n'ai pas pu échapper complètement à ma nature profonde, qui est de toujours chercher où pourraient être les problèmes. Il doit y avoir quelque chose d'un peu paranoïaque chez le juriste, il faut tout le temps imaginer le pire. Donc, en participant à la conception de cet outil, je me suis posé des questions et de là est venue aussi la 2e partie en fait, de mon propos, c'est-à-dire en fait non pas un cours mais plus une série d'interrogations et des esquisses de réponses, mais je suis sûr que par vos questions tout à l'heure, on aura des éléments qui permettront d'enrichir le propos et de faire avancer la réflexion. C'est pour ça que ça s'appelle du droit saisi par l'intelligence artificielle au droit saisissant l'intelligence artificielle. Alors, la souris est mangée par le chat, on apprend la forme passive à l'école. Est-ce que c'était volontaire? Je ne sais pas bien. En tout cas, l'idée de départ était de... Bon, l'idée de départ, c'est un ami. Je le connais depuis 10 ans. Et on a toujours eu des moments d'échange sur les rapports qui pouvaient exister entre droit et mathématiques. Avec ce débat de fond sur quel est le domaine qui est le plus rationnel. Je crois que les juristes ont perdu la partie. Voilà. Mais donc on se connaît dans ce cadre-là, on a eu l'occasion d'échanger. Et puis à un moment donné, quand j'ai pris ma disponibilité, j'ai été appelé par cet ami qui m'a dit « Est-ce que tu as du temps? J'ai un projet. » Et donc ce dont on parle depuis un moment, c'est on va pouvoir le mettre en pratique. Alors, c'est pour ça que je parle d'une histoire d'amitié entre le droit et les mathématiques. En fait, c'est d'abord une amitié entre 2 personnes. Donc moi, j'ai été présenté. Jacques Lévy-Véel, lui, c'est un ami. Alors, il a fait l'école polytechnique en France, qui est une école difficile, avec beaucoup de sciences. Et il est directeur de recherche à l'INRIA. Sa spécialité, c'était les probabilités. Donc, les probabilités, ça peut s'appliquer, par exemple, en archéologie, ça peut s'appliquer dans différents domaines des sciences humaines. Ça peut s'appliquer aussi en droit. Mais avant ça, lui, sa spécialité, c'était de travailler sur les probabilités dans le domaine de la finance, puisqu'il travaillait à créer des modèles mathématiques qui étaient utilisés non pas pour prédire les crises financières, mais pour expliquer comment les banques, par exemple, dans le cadre d'instances de régulation comme Solvabilité 2, BAL 3, devaient provisionner en quelque sorte, je ne connais pas assez bien ce secteur-là, mais comment on se prépare aux crises en fait. Et comment éventuellement on a des modèles qui permettent de faire un certain nombre de choix. Alors évidemment, ce qu'il explique souvent, c'est que il ne peut pas dire à ses clients, parce qu'il lui arrivait de consulter, demain le CAC 40, qui est l'indice français, il sera à tel niveau, il va monter ou il va baisser, parce que comme il le dit souvent, s'il faisait ça, on ne l'écouterait pas. En revanche, il peut assigner à chaque scénario une probabilité de réalisation. Voilà. Et c'est précisément ça qui est le point de départ de sa réflexion.
Et bon, comme souvent, un jour il a eu un procès, il a demandé à son avocat quelles étaient ses chances de succès. L'avocat lui a dit, vous savez, il y a l'aléa judiciaire. Bon, ça ne lui a pas plu parce que c'est un scientifique. Et de là est partie une obsession féroce pour arriver à quantifier l'aléa judiciaire. Moi-même, ayant été en entreprise avant, j'avais un directeur juridique qui dirigeait 400 personnes et disait, moi, le discours juridique ne m'intéresse pas, ce que je veux savoir, c'est mon risque de poursuite, mon risque de condamnation, et si je suis condamné, à combien. J'ajouterais peut-être accessoirement, est-ce qu'il y a un risque pénal? Ça intéresse aussi les dirigeants. Voilà, donc en fait, on s'est rencontrés et on a croisé l'état de nos réflexions respectives. On a découvert à cette occasion qu'il y avait une proximité entre certains concepts, des concepts propres au droit et aux mathématiques. Il peut y avoir des pondérations dans des formules mathématiques. Bon, on peut pondérer certaines choses dans des raisonnements juridiques. Il y a le concept plus compliqué de causalité. Alors en France, on a plein de formes de causalité, l'équivalence des conditions, la causalité adéquate, et il y en a encore plein d'autres pour les gens qui aiment ça, qu'on utilise d'ailleurs selon la nature des contentieux, pas de la même façon. Et en fait, en mathématiques, c'est pas si évident que ça. J'ai découvert ça à l'occasion d'une conférence qu'il a organisée avec certains de ses thésards. Les mathématiciens ne savent pas encore bien dire ce que c'est que la causalité, enfin un niveau de recherche. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, le mode de raisonnement est diamétralement opposé, puisque, en fait, c'est un peu une boutade, mais là où les mathématiciens vont avoir différentes manières de parvenir à un résultat. Avec différents raisonnements, ils peuvent parvenir exactement au même résultat, un peu comme l'algèbre, la géométrie. Le juriste, lui, avec un raisonnement strictement identique, il peut arriver à deux résultats différents. Et là aussi, c'est des sources d'incompréhension. On en a eu un certain nombre des sources d'incompréhension parce que lorsqu'on a commencé à travailler, il était parfois surpris de l'aberration qu'il pouvait y avoir, parce qu'on analysait les décisions de justice, dans certaines décisions. Pour lui, ce qui était une aberration, c'était ce que moi j'appelais la valeur ajoutée du juge, c'est-à-dire la capacité de tenir compte de chaque situation particulière. Donc ça crée des incompréhensions, il faut arriver à les lever et à expliquer où est la valeur ajoutée. Alors à partir de là, finalement, moi ça m'a amené à m'interroger sur qu'est-ce que c'était la fonction de juger. Alors je suis venu des nouvelles technologies, enfin des technologies de l'information qui sont plus si nouvelles. Je suis passé par la justice, donc je me disais tiens peut-être ça va converger à un moment donné. Et finalement la justice, elle a à mon sens une double fonction qui est la fonction de trancher des normes qui sont souvent contradictoires parce qu'elles ne sont pas faites pour être contradictoires mais elles le sont souvent. Et le juge sert à trancher ces conflits de normes, voire des conflits de valeurs, des questions comme la fin de vie ou la bioéthique. Je ne suis pas sûr qu'il faille laisser ce débat aux seuls mathématiciens, voilà, ou à des machines derrière. Donc il y a derrière des questions de société. Mais il y a aussi dans l'application de la loi une dimension que, alors j'utilise un anglicisme, j'en suis désolé, mais ça permet de comprendre, c'est la notion d'enforcement, c'est cette application de la règle. On va parfois au procès parce que quelqu'un est par exemple un mauvais payeur, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas appliquer la règle et pourtant il la connaît. Donc il y a des plaideurs institutionnels qui parfois souhaitent faire durer les contentieux. Autrement dit, le juge il a aussi une fonction qui est d'appliquer une règle et on sait souvent bien à l'avance, pour restituer un dépôt de garantie par exemple, donc ce qu'on appelle vulgairement une caution, quand un locataire est parti, bon, on sait bien que c'est assez automatique en fait la décision. Voilà. Donc c'est sur cette deuxième notion, la notion d'application de la règle d'enforcement, peut-être que là, le projet avait un intérêt. Alors, il y a eu des postulats de départ. Bon, ayant connu, alors il y a actuellement, à l'heure où je vous parle, un grand mouvement de manifestation qui se prépare en France. Je dis grand parce que les juges, quand ils font la révolution, ils lisent des motions et ils se rassemblent devant les palais de justice. Parce qu'il y a une réalité en France que vous connaissez peut-être, c'est qu'il y a à peu près autant de juges aujourd'hui qu'il y a 200 ans. En France, 4 fois moins de procureurs que dans le reste de l'Europe, 2 fois moins de juges, et donc des effectifs qui n'ont pas bougé, donc ils travaillent dans des conditions assez difficiles. Forcément, parmi les solutions qu'on cherche pour résoudre ça, il y a l'idée d'un moindre recours aux juges. Bon, moi
me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter le recours au juge sans que ce soit un évitement, sans que ce soit quelque chose qu'on appelle la déjudiciarisation. La déjudiciarisation, c'est le fait de sortir de la compétence du juge un type de contentieux. Ça ne veut pas dire autre chose, enfin ça pourrait vouloir dire autre chose, mais ça veut surtout dire ce contentieux-là n'ira plus devant le juge. Moi, mon idée, c'était de dire peut-être que les parties peuvent utiliser les ADR ou d'autres techniques, et fondamentalement, on peut préserver la liberté de choix d'agir ou de ne pas agir en justice sur la base du résultat prévisible de la décision. Alors, dans les postulats de départ, il y a le fait que le juge il est soumis à une double contrainte, une contrainte d'égalité, l'égalité devant la loi, c'est-à-dire qu'il doit à la fois appliquer les mêmes règles à tout le monde, et puis une autre contrainte qui est la contrainte d'individualisation de la décision à chaque cas particulier, là où est sa valeur ajoutée précisément, parce que si c'était une simple égalité, finalement, tout serait très facile, en tout cas beaucoup plus facile. Alors cette approche, moi j'aime bien la représenter sous forme d'un diagramme, avec une abscisse, l'égalité en abscisse et en ordonnée l'individualisation. Et il y a un auteur qui a fait une thèse sur le raisonnement juridique, ça fait quelques années, qui s'appelle Borges, Philippe Borges, qui a fait sa thèse avec Daniel Boursier à l'époque, qui a essayé de modéliser un petit peu comment était pris le processus de décision des juges. Et il commence dans son introduction par expliquer cette difficulté. Dans les postulats, ça amenait aussi à se demander ce qu'était une bonne décision. Enfin, en tout cas, moi, c'est une interrogation que j'ai eue. Je l'ai posé cette question aux avocats quand j'ai commencé le droit. Ils me disaient une bonne décision, c'est une décision prévisible. Quelques années plus tard, j'ai posé la même question aux magistrats et ils m'ont dit une bonne décision, c'est une décision dont on ne fait pas appel. Je ne sais pas qui a raison, mais en tout cas, si la décision est prévisible et que la décision rendue est vraiment conforme à ce qu'on anticipait, on peut peut-être limiter le recours au juge. Alors, bon, il y a, c'est ce que j'ai dû expliquer, des choses que l'intelligence artificielle ne va probablement pas apporter avant un certain temps dans le champ juridique. Je dis ça en même temps, je dis ça en fonction de ce que je connais, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont bien plus qualifiés que moi pour répondre à ces questions. Le traitement du raisonnement juridique. Alors on apprend souvent aux étudiants, et en France on en est toujours là, alors en France on est toujours au plan en deux parties, deux sous-parties, ce qui fait beaucoup rire la communauté universitaire internationale, et on utilise aussi beaucoup le syllogisme. Et il y a encore beaucoup de gens qui croient que l'application de la règle par les juges, c'est du strict syllogisme. Bon, moi j'ai une approche qui est peut-être iconoclaste, en tout cas il ne faut surtout pas le dire en France, mais pour moi le syllogisme, ça sert surtout à justifier une décision. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'ENM, on nous a fait lire un article qui nous disait en fait, on a déjà une petite idée de la solution qu'on veut rendre, en ayant entendu évidemment les arguments des uns et des autres, parce que sinon, voilà. Mais le syllogisme peut arriver dans un second temps pour justifier. Alors des fois, on ne sait vraiment pas, et c'est bien utile d'avoir le syllogisme. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait en fait une seule façon de raisonner dans le domaine de la prise de décision. Je pense qu'il y a en fait autant de façons de raisonner que de types de contentieux, et j'allais même dire que de nombre de magistrats. Parce qu'il y a tous ces a priori et ces présupposés dont chacun est hélas pétri. Alors l'important, c'est d'en avoir conscience. Donc moi, le syllogisme, j'y crois pas. Je pense que l'intelligence artificielle... Alors il y a des gens, des labos de recherche qui travaillent sur la manière de modéliser le raisonnement juridique. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de travail devant eux. Et puis sur les conflits de valeurs, sur la bioéthique, sur d'autres sujets, je pense qu'on a encore beaucoup de temps avant de trouver une intelligence... Même si une intelligence artificielle est en mesure de faire ça, même s'il y a des travaux en intelligence artificielle qui veulent intégrer la dimension éthique dans la conception même des outils, parce qu'il y a des technologies qui existent qui permettraient ce genre d'approche. Bon, en revanche, l'intelligence artificielle permet déjà aujourd'hui des recherches facilitées, parce qu'on apprend sur la base des recherches qui sont faites par des avocats, comment ils font ces recherches,
Et finalement, l'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, le machine learning, quel que soit le terme dont on l'appelle, qui est une des utilisations de l'intelligence artificielle, permet de faciliter la recherche. Si quelqu'un fait ses recherches de telle manière, moi j'ai, dans ma pratique d'avocat, mais peut-être que d'autres ont une pratique différente, généralement moi quand j'ai un sujet que je connais très très bien, j'ai la réponse assez rapidement. Quand je ne connais pas, j'essaye de me situer dans la cartographie générale du droit, puis après je fais un zoom de plus en plus précis. Et puis après, on essaye de qualifier les faits par rapport à la règle. Mais il y a une façon de faire qui est quand même, qui peut être normalisée. On a créé des chatbots aussi, vous avez dû entendre parler de Do Not Pay, qui a fait annuler 2/3 des amendes de stationnement, et puis qui se répand maintenant un peu partout, et qui s'intéresse à d'autres contentieux. Je ne sais pas dans quelle mesure les chatbots, ceux-là, utilisent l'intelligence artificielle, mais on peut utiliser l'intelligence artificielle dans les chatbots. Bon, voilà. Et évidemment, aujourd'hui, ce que ça permet de faire, c'est une quantification probabiliste du risque. Alors, du risque, plus précisément de l'aléa judiciaire. Alors, moi, j'aime pas le terme justice prédictive, pourtant je l'ai utilisé au début, mais je me suis rendu compte que les articles de presse qui en parlaient, les premiers, du moins, dans les Échos, mettaient des juristes, enfin des gens qu'on supposait des juristes autour d'une boule de cristal, et voilà, c'était ça la justice prédictive. Et ça me semble être dangereux, parce qu'il existe une part d'aléa qui est irréductible pour un seul et même juge. Il y a eu une étude qui a été publiée dans les Cahiers de la justice en 2015, numéro 4, et qui s'appelait « Des juges sous influence ». Alors, j'aime pas trop ce titre, mais en fait, cet article était intéressant parce qu'il rappelait aussi des travaux qui ont été menés en Israël, qui montraient la part d'aléa irréductible. Comme juge, on nous apprend ça à l'école de la magistrature en France. Le fait que l'audience s'allonge fait que potentiellement la personne va prendre plus cher au niveau de la peine. Donc il faut être attentif à ça pour justement contrecarrer cette tentation, cette tendance qui est liée à la fatigue, surtout dans la situation matérielle que j'ai pu décrire tout à l'heure. Et puis ça, même les correcteurs de copie le savent, si on passe après une bonne ou une mauvaise copie, ça peut aussi influer le jugement. Donc en fait, il y a plein de critères, il y a plein d'éléments qui sont susceptibles de faire en sorte que tout le monde ne soit pas exactement... Donc un même juge à qui on va soumettre exactement la même affaire peut rendre deux décisions qui ne seront pas forcément complètement différentes, mais qui peuvent varier. Je fais une petite parenthèse, à l'école de la magistrature, il y a un concours d'entrée et puis un examen de sortie qui sert au classement. L'année où j'y étais, il y avait un cas pratique, un jugement de droit civil voilà, je dis ça parce que dans la salle, il y a une collègue magistrate en disponibilité, et bon, elle connaît cette épreuve, donc c'est une épreuve où on a un jugement, il faut qu'en, je ne sais plus, 3 heures, je crois, je ne sais plus quelle était la durée, 3 heures, on rende une décision. Et l'année où j'y étais, on avait un cas, il y avait 2/3 de la promo qui avait statué dans un sens et un tiers dans l'autre. Et tout le monde avait raison. Enfin, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc on accepte cette idée-là. On l'accepte. Voilà. Alors, la quantification de l'aléa, moi, il me semblait que c'était un objectif plus atteignable. En fait, quand ce mathématicien m'a dit on va utiliser le droit et les mathématiques, je lui ai dit attention, on ne va pas y arriver. Et puis il a utilisé des mots magiques, il m'a dit oui, mais les mathématiques, c'est de toute façon une simplification de la réalité. À partir du moment où il a dit ça, même s'il fait des trucs hyper compliqués, une simplification de la réalité, j'étais prêt à rentrer dans le jeu et à commencer à travailler avec lui. Alors, le danger de ces outils, ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle l'effet performatif. Alors, l'effet performatif, vous savez ce que c'est, vous dites « je le jure », vous dites « je vous condamne », donc ça c'est un effet performatif, c'est-à-dire que la parole a une incidence sur le résultat. Bon, c'est un concept qui existe au-delà du droit et bon, je crois que c'est une notion qu'on utilise en sociologie, en philosophie, enfin ça irrigue tout un tas de sciences humaines. Mais lui, en finance, il s'y est intéressé parce que quand on dit demain le marché va être à tel niveau, où la probabilité que le cours de telle action monte de temps, ça va avoir une incidence sur les acteurs. C'est pas exactement pareil si on se trompe dans les calculs pour envoyer une fusée sur la Lune. Éventuellement, la fusée elle loupe sa cible, mais la Lune, elle est toujours là. Mais dans le domaine des sciences humaines, le fait d'annoncer quelque chose va modifier le comportement des agents qui sont eux-mêmes dans cet ensemble. Et donc, ça peut avoir une incidence. Et en droit aussi, bien évidemment. En droit, si on dit, vous avez la bonne décision, c'est ça, moi je serais juge, j'aurais peur de prendre la mauvaise décision, ça m'inquiéterait. Donc en fait, la présentation est importante, et en fait, un des premiers outils qu'on a fait, c'était un outil qui présentait
les pensions alimentaires, les possibilités de condamnation à des montants de pensions alimentaires. Alors je l'ai là, mais c'est compliqué de montrer à l'écran. C'était un outil qui montrait, en fonction d'un certain nombre de paramètres très simples, revenu d'un parent, nombre d'enfants, type de résidence, les pensions, et sur la base d'études qui étaient des études du ministère de la Justice, on a utilisé ces chiffres-là, les montants probables de condamnation. Et donc il y avait un chiffre, et à l'intérieur de ce chiffre, enfin un nombre, à l'intérieur de ce nombre était dans un cercle, et la taille de ce cercle, son diamètre, représentait la probabilité que ce montant soit donné. Alors ça présentait un intérêt par rapport au barème qui a été mis en place en France. Alors, je crois qu'au Canada, on est plus en avance que la France sur ces sujets-là, on est plus ouvert en tout cas. Mais en France, on avait un barème, et ce barème donnait un montant. C'est-à-dire qu'il fallait regarder abscisse, ordonnée, puis telle personne, tel niveau de revenu, tel nombre d'enfants, etc. C'est un chiffre. Et ça crée des crispations des deux côtés, côté créancier, côté débiteur, parce que les avocats veulent plus, disent que leurs clients ne veulent plus démordre du chiffre qui est annoncé là et qui s'impose comme quelque chose de très fort. Il y a une espèce de magie du chiffre. En tout cas, on sait dire aujourd'hui qu'il y a une croyance dans la vérité du chiffre qui peut être dangereuse. Donc la façon dont on présente les résultats est destinée à limiter ce qu'on appelle cet effet performatif. Donc en fait, classiquement, les premiers outils qu'on a fait après ça présentaient en abscisse les montants des condamnations, puisqu'on l'a appliqué à d'autres domaines de condamnation pécuniaire. Donc en abscisse, les montants, donc de 0 à je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros, et puis en ordonnée la probabilité que ce montant soit donné, donc des histogrammes en fait, si vous préférez. Et on présente non pas un chiffre, mais toute une distribution probabiliste. Et ça, c'est une façon de limiter au maximum, sans le faire disparaître complètement, l'effet performatif. Bon, ce qu'il faut éviter aussi, c'est des biais dans les critères et dans les données. Alors, dans les critères, vous savez qu'il y a des dangers par rapport à ces critères, puisqu'on s'est rendu compte que des données comme le code postal peuvent être extrêmement, mais vous avez peut-être eu l'occasion d'aborder, extrêmement discriminantes. On s'en est rendu compte avec le logiciel Compass, qui sert de base... en France, nous, on condamne la personne et puis dans la foulée, la peine qui est prononcée, je crois qu'aux États-Unis, c'est en deux parties, condamnation plus peine. Et donc, ce logiciel qui est utilisé dans plus de 20 d'États américains, on s'est rendu compte qu'il avait des biais, notamment des biais raciaux, en raison du code postal, parce qu'évidemment, qui va vivre dans des quartiers avec tel code postal? Et bien, des populations qui sont plus défavorisées, donc qui vont... Voilà, peut-être plus facilement, mais parce qu'elles sont dans ces quartiers, du coup ça cible des personnes et ça crée un enquistement des situations. Et voilà. Donc un code postal, c'est... Et je lisais hier dans l'avion un livre que je vous invite à lire qui s'appelle Weapons of Mass Destruction, Math Destruction, j'ai fait le lapsus, qui justement montre bien dans d'autres domaines, notamment le credit scoring. Donc vous savez, le credit scoring, c'est le banquier, avant, il vous connaissait, vous viviez dans un village, il avait entendu parler de vous. Bon, dans des grandes villes et dans un système moderne, on rentre des données, votre âge, votre niveau de rémunération, depuis combien de temps vous êtes embauché, etc. Et le code postal a une incidence très forte sur la note que vous allez obtenir. Donc, il faut éviter les biais dans les données, dans les critères. Dans les données, il faut arriver à sélectionner les données d'une façon neutre. Alors, ce n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est sélectionner les données d'une façon neutre? Est-ce qu'on prend une décision toutes les 10? Est-ce qu'on prend 10 décisions à suivre? Comment on est sûr de la qualité de l'échantillon? La question de l'échantillonnage est vraiment une question très importante. Et en plus, en France, comme on n'a pas des tonnes de données, on a Légifrance avec des milliers de données, mais on a surtout des données de cour d'appel et peu de données de première instance. Donc, comment choisir? C'est pas simple. Et puis, il faut éviter que les critères, puisqu'en statistique, classiquement, toute chose égale par ailleurs, on ait deux fois le même critère dans un critère. Donc, il faut arriver à séparer les choses pour que chaque critère dise ce qu'il est censé dire et rien d'autre. Et typiquement, le code postal peut dire d'autres choses que le lieu géographique. Voilà. Et puis, il ne faut pas confondre corrélation et causation. Alors, il y a un site internet qui s'appelle Spurious Correlations qui fait état de corrélations toutes bizarroïdes. Il peut y avoir des liens entre le nombre de naissances d'enfants et la consommation d'habitants, la consommation de lait par tête d'habitant. Enfin, des choses très très bizarres qui montrent qu'il y a des corrélations des fois parfaites avec aucune causalité.
Donc aucune causation. Donc la corrélation, c'est surtout un miroir aux alouettes. Disons que si derrière, il n'y a pas quelque chose qui vient expliquer, il faut vraiment se méfier. Alors après, on a voulu avoir une approche méthodologique qui repose sur des bases scientifiques. Alors, il y a une société qui s'appelle, bon, je ne vais pas donner de nom, qui est concurrente, qui, elle, a utilisé des outils, on utilise l'intelligence artificielle avec des paquets de mots, sont des outils dits sémantiques. Bon, d'après cet ami mathématicien, ça ne marche pas bien. Voilà. Donc, nous, on n'a pas voulu avoir cette approche-là, on a voulu avoir une approche où on s'est intéressé à des choses beaucoup plus maîtrisables, qui étaient des calculs sur les données. C'est-à-dire, il y a une condamnation, on a typiquement commencé par la prestation compensatoire, donc qui répare des disparités de niveau de vie entre des époux qui se séparent. Monsieur était chef d'entreprise, madame était secrétaire, elle avait un salaire plus faible, elle a accompagné son mari à l'étranger, elle s'est occupée des enfants pendant 20 ans. Comment on répare au moment de la séparation cette baisse de niveau de vie? Donc il y a un texte qui le prévoit dans le Code civil français. Et on a une liste de critères qui sont des critères très vastes. Alors on a la durée du mariage, on a les sacrifices qui ont été faits par un conjoint, on a le patrimoine, les revenus prévisibles dans les 8 ans qui viennent. Alors ça, aujourd'hui, je ne sais pas bien, par les retraités et les gens qui travaillent dans la fonction publique, qui peut les donner, ces chiffres-là. Mais voilà, donc on a un certain nombre de critères, et puis tout ça, au bout du bout, ça donne un montant. Alors le problème, c'est que ce montant, moi j'ai dû le fixer comme juge, comme beaucoup d'autres gens, et on est typiquement sur un écart type qui va entre 3 000 et 300 000 euros, avec des critères qui sont des critères comme cela. Comment on fait ? Qu'est-ce qui justifie que dans une cour d'appel, on va avoir des montants qui sont extrêmement élevés et dans une autre pas? On a cherché des explications, le niveau de vie, l'immobilier, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qu'on n'aurait pas vues, mais on n'a pas trouvé. Donc, mais on a souhaité calculer, traiter des données quantitatives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour essayer de ne pas faire fausse route, on s'est dit, on va regarder la durée du mariage, on sait calculer ça. On va regarder la durée de vie commune, on sait calculer ça. On va regarder éventuellement le niveau de patrimoine, on sait le calculer encore. Le prix de la maison, moins le crédit qui reste à rembourser, les avoirs, les niveaux de revenus. Voilà, on va calculer avec des éléments qui sont déjà calculés dans la décision. Donc on part de la décision elle-même, de ce que le juge dit. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas calculées dans la décision, mais qui vont avoir une incidence. Si je dis, par exemple, qu'il y a un sacrifice qui a été important ou qu'il a été faible, ça a une incidence. C'est dit dans la décision. Il va y avoir, et là, il y a un travail humain derrière, qui est d'analyser des données qui sont non quantifiables pour leur restituer une quantification. On peut ne pas souhaiter faire ça, et en même temps, on s'est rendu compte qu'en le faisant, on avait des résultats qui étaient meilleurs en termes de prévision. Donc, on l'a fait. Donc, on peut redonner un contenu. Après, voilà, donc on est parti de données quantitatives, soit dès l'origine, soit des données qu'on a reconstituées. Et puis on a travaillé surtout sur des contentieux indemnitaires. On ne s'est pas amusé à dire dans telle affaire, on va considérer que la règle de droit s'interprète de telle manière alors que ça fait débat depuis 20 ans. Non, on s'est intéressé à des sujets où une indemnité résulte d'un certain nombre de critères, comme la prestation compensatoire, comme la rupture brutale des relations commerciales établies. En France, par exemple, quand souvent une grosse société se sépare d'une plus petite, il y a une grosse inégalité dans la relation, puisque la petite, souvent, elle fait une grosse partie de son chiffre d'affaires avec la grosse, et cette grosse société, souvent, c'est une toute petite partie de son chiffre d'affaires. Et les sociétés qu'on écarte, même si la résiliation, elle est valable, il y a un article du Code de commerce qui sanctionne le caractère brutal de la rupture. Évidemment, il y a des choses qu'on va regarder, c'est l'ancienneté de la relation, la part dans le chiffre d'affaires, donc c'est pareil, on va retrouver des éléments quantitatifs. Bon, alors ces outils-là fonctionnent. Alors on a utilisé des choses classiques en machine learning, c'est-à-dire qu'on travaille sur un échantillon, par exemple 10 000 décisions pour l'apprentissage qui va servir à la machine pour apprendre un peu comme on apprend aux machines à jouer au Go ou au poker ou à d'autres aux échecs. Et puis on va tester sur des décisions que la machine n'a jamais vues et on va voir si elles travaillent bien. On ne va pas fabriquer un juge virtuel, mais on va en fabriquer des centaines. Voilà, c'est justement pour rendre compte de cette variété. Et alors la difficulté, c'est que l'outil marche bien, mais qu'après, la difficulté aussi, c'est qu'on a une boîte noire. On comprend le début et la fin de l'algorithme, mais entre les deux, comment ça marche? Alors, moi, je suis juriste, je suis curieux, j'ai envie de poser des questions. On me dit, voilà, on ne comprend pas
il y a des couches successives, et on sait dire que si on modifie une variable, ça va changer le résultat de telle ou telle manière, mais la logique globale, elle est difficile à comprendre. Pour une machine, c'est sûrement simple à comprendre, pour un humain, c'est très compliqué. Et il y a un problème d'acceptation qui est complètement légitime, parce que voilà, être jugé par une machine, c'est pas forcément acceptable. Alors, ça règle le problème d'impartialité, peut-être. Enfin, il y a toujours quand même la partialité de la personne qui a conçu l'algorithme. Donc, c'est jamais que le travail d'humain derrière. Mais donc, ça rend l'acceptation difficile. Il y a aussi une volonté, dans le même temps, de transparence qui est parfaitement légitime. Il y a eu je ne vais pas dire un scandale, mais de grands débats liés au logiciel admission post-bac en France. On a tout refondu parce qu'il y a eu des choses un peu bizarres qui sont arrivées, avec tout un tas d'élèves qui se retrouvent, enfin bon, des choses un peu bizarres, et on ne comprenait pas bien. Et donc il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi Le Maire, et un décret qui maintenant oblige à donner des explications sur les principes, alors je ne sais plus quel est le terme exact, mais qui gouverne la structure de l'algorithme. En gros, il faut on n'a pas besoin de donner une explication mathématique, mais il faut qu'on explique de quelle logique ça procède et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça répond aussi à une logique d'intelligibilité de la loi, hein, parce que pour avoir travaillé au ministère de la Justice, j'ai vu passer une fois un texte extrêmement compliqué avec des formules mathématiques dedans. Il y a un principe constitutionnel chez nous, c'est qu'il faut que la loi soit quand même intelligible, ce qui paraît compréhensible. Alors il y a un autre problème pour les boîtes qui créent ça, c'est comment on protège cet investissement qui a été réalisé. Moi j'ai été, j'ai travaillé dans ce laboratoire de recherche, donc, qui a investi de l'argent, qui a dépensé de l'argent. Si on ouvre tout, ça pose un problème. Il y a peut-être une solution qui serait de créer des systèmes de certification qui permettraient de divulguer à une autorité, sans forcément divulguer au grand public. Mais à ce moment-là, il faudra contrôler les contrôleurs. Il faudra éviter les risques de corruption. Bon, c'est des choses qu'on connaît, mais voilà, il faut arriver à concilier cette exigence parfaitement légitime de transparence et de l'autre côté, cette acceptabilité. Alors ça pose des questions éthiques. Moi, je vais noter celles que je me suis posées. Alors on m'a souvent renvoyé, oui, mais si un avocat qui a l'outil et l'autre qui ne l'a pas, c'est pas juste. Bon, j'ai entendu cette critique-là, moi je ne la reprends pas parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui ont les moyens de se payer des avocats très chers et d'autres pas. Il y en a qui sont capables d'avoir 10 avocats dans un dossier et d'autres pas. Alors, et puis peut-être qu'au début de l'informatique, il y avait des avocats qui pouvaient avoir des ordinateurs et d'autres pas. Je ne suis pas sûr que ce soit là le sujet le plus important. En revanche, dans quel domaine du droit on va ? Est-ce qu'on peut, par exemple, aller dans le champ pénal ? Moi, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. En tout cas, pas forcément pour le grand public, parce que ça pourrait avoir un certain nombre présenter un certain nombre de risques. Donc, on est allé dans le champ civil et commercial. À quels acteurs on s'adresse ? Est-ce qu'il faut s'adresser au grand public ou est-ce qu'il faut s'adresser aux professionnels ? Nous, on était plutôt d'avis qu'il fallait s'adresser aux professionnels. Bon, évidemment, il faut rechercher le moyen d'éviter les discriminations, mais ça, on venait tous les deux du secteur public et on n'était pas dans l'idée de faire absolument un outil qui se vende, mais d'abord de faire de la recherche, puisqu'au départ, cette idée-là est venue d'une recherche dans un laboratoire. Alors, il y a un autre sujet qui est un peu périphérique, qui est, à mon sens, le risque du profilage des juges. Alors, la justice est rendue au nom du peuple français en France, et il est nécessaire et même légitime qu'il puisse avoir un scrutiny, quelque chose, en tout cas un regard extérieur sur le travail des juges. Et en même temps, on voit bien que cet effet de massification peut créer aussi, dans certaines affaires, le moyen de mettre en lumière une façon d'apprécier un peu différente. Et en même temps, voilà, la justice, elle représente cette diversité, à l'image de la diversité de la société. Donc, est-ce qu'il faut aller stigmatiser systématiquement ? Je ne sais pas. Et si on devait aller dans le sens d'un profilage, je crois que ce profilage, enfin le résultat de ce travail devrait éventuellement être donné à l'autorité judiciaire, mais pas forcément au grand public. Ça, c'est ce que je crois. On a été auditionné par la mission, enfin j'ai été auditionné par la mission Villani, qui fait un rapport actuellement sur l'intelligence artificielle. J'étais très isolé sur ce sujet, mais j'ai été rejoint néanmoins par une magistrate dans un tribunal administratif, parce qu'il y a une étude comme ça qui arrivait à des conclusions très, très rapides sur certains sujets où on stigmatisait un juge. En fait, c'était une méconnaissance du processus interne de décision. Donc il peut y avoir des dangers. Alors il faut éviter de présenter des statistiques qui ne sont pas fiables mathématiquement. Alors un concurrent, utiliser le sémantique et puis arriver, quand vous cherchez 2 décisions ou 3 décisions pareilles,
Enfin, quand vous mettez 20 critères, vous n'avez plus qu'une ou deux décisions pareilles. Et donc, vous ne pouvez pas faire de stats là-dessus. C'est pour ça que vous avez besoin de l'intelligence artificielle. Quand vous faites un sondage, sur une question, vous interrogez 1000 personnes. Et quand vous avez 20 critères qui sont reliés entre eux, le nombre de décisions qu'il faudrait n'existe pas pour qu'on puisse faire ces calculs, d'où la nécessité de passer par l'intelligence artificielle. Bon, donc il faut créer des modèles mathématiques derrière. Et c'est là que le projet sur lequel j'ai travaillé a mis l'intelligence artificielle, et non pas utiliser la sémantique pour présenter comme juste des résultats qui sont basés sur 3 décisions. Voilà, c'est ça, fondamentalement. Garder une certaine mesure dans l'interprétation faite des résultats, laisser un pouvoir d'appréciation aux décisionnaires. Alors on a déjà la part humaine qui est... la loi CNIL, donc Informatique et Liberté en France, article 10, interdit les décisions à caractère automatisé, en tout cas les décisions de justice. On retrouve cette même idée dans l'article 22 du règlement sur les données personnelles qui va entrer en vigueur bientôt. Après, il faut aller loin là-dedans, c'est-à-dire permettre à la personne d'être informée de ce qu'elle fait l'objet d'un traitement et éventuellement de lui donner la possibilité de le contester. Mais en tout cas, l'idée que le juge se baserait sur des chiffres uniquement pour asseoir sa décision, ça a déjà été sanctionné par la Cour de cassation en France à propos des pensions alimentaires concernant le barème précisément. Bon, là j'ai conscience qu'il va falloir que j'accélère un petit peu. Alors, bon, en même temps c'est bien parce que c'est un sujet qui est encore en friche. Donc j'en ai déjà parlé, on a d'un côté la transparence, de l'autre côté l'investissement, comment créer une balance, un équilibre correct entre ces deux exigences, probablement via la certification. Il y a des enjeux de responsabilité. Comme on ne peut pas prévoir tous les comportements possibles d'une machine, c'est une nouveauté un peu ça pour nous, parce qu'une voiture, bon, on sait que si on tourne le volant à droite, elle va aller à droite, vers la gauche, elle va aller à gauche, enfin en principe. Un ordinateur, on sait que quand il plante, et donc on va essayer de trouver où est-ce qu'il y a eu un problème de code. Là, il peut y avoir des résultats qu'on n'a pas pu prévoir. Donc il faut, même si on n'est pas spécialiste de ce domaine technique, être capable de penser conceptuellement cette nouveauté. Il y a la question de l'indemnisation. À partir du moment où ça crée un profit économique pour ceux qui vont obtenir... enfin voilà, c'est des outils sur lesquels des sociétés vont prospèrent déjà dans d'autres domaines. Il faut trouver un responsable et éventuellement trouver des mécanismes d'assurance. Le responsable, il n'est pas forcément responsable au sens où on chercherait une faute, on va en redire un mot, mais il faut qu'il soit responsable au sens où s'il y a un dommage qui est causé, il faut qu'il soit indemnisé. Alors, il y a des cas réels, bon, ça c'est un article du Monde, vous irez voir, bon, dans les cas réels, on a eu un logiciel qui cherche des choses dans le darknet et qui achètent des stupéfiants, mais c'était une œuvre d'art. Il y a eu une personne, un algorithme d'un GAFA qui a confondu un être humain avec un singe parce qu'il y avait de l'apprentissage de photos. Voilà, ça pose des problèmes de discrimination potentiellement et ça peut créer de vrais dégâts. Il y a eu aussi un sujet, il y a eu un laboratoire, je crois que c'était au MIT, où ils arrivaient à dire qui était homosexuel à fonction de photos. Bon, alors il y a eu un débat en disant les échantillons de toute façon n'étaient pas représentatifs, mais on peut faire avec l'intelligence artificielle des choses qui sont potentiellement pas admissibles dans une société. On peut aller très très loin puisqu'on peut arriver en utilisant l'imagerie, même à savoir le battement du cœur d'une personne, puisque la tête bouge légèrement à chaque instant parce qu'il y a une artère là qui bouge et qui fait qu'on redresse la tête. Et donc en amplifiant cette image, on peut arriver à savoir quel est le rythme cardiaque d'une personne. Bon, donc voilà, j'ai appris ça en discutant avec cet ami mathématicien, on apprend plein de choses. Donc il y a des cas à venir. Aussi, alors on peut tout à fait imaginer, alors j'avais donné un cas pratique à des étudiants il n'y a pas longtemps, une liste de cas pratiques, je ne vais pas vous les lire parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais on peut tout à fait imaginer un robot autonome. Vous avez Boston Dynamics, si vous avez l'occasion, qui fabrique des robots qui sont assez impressionnants. Ils marchent dans la neige et ils ne tombent pas. Donc c'est assez intéressant à regarder. Ils sont très perfectionnés et ça a été annoncé dans le
journal Le Figaro aujourd'hui, il y en a un qui, c'est un genre de robot chien, et il va ouvrir la porte à ses copains, enfin, je dis ses copains, c'est de l'anthropomorphisme, et donc il y a plusieurs robots comme ça qui passent par la porte. Donc on est capable de faire des robots qui sont quand même très perfectionnés, qui peuvent faire tout un tas de choses, y compris des robots autonomes. Et donc on peut tout à fait imaginer qu'un robot dont on ne peut pas anticiper tous les mouvements crée un dommage, parce que là où l'être humain, on va lui dire « aïe, stop » ou « danger, attention », bah, la machine, elle, elle a peut-être des capteurs, mais peut-être le capteur il est en panne, et peut-être que la personne, elle se fait broyer le bras ou n'importe quoi par un robot autonome. Et qui sera responsable? Là, ça va poser des problèmes. Sur les systèmes experts, bon, c'est des systèmes qui sont des systèmes d'aide à la décision. Ça peut poser des problèmes aussi parce que, j'en parlais tout à l'heure, le logiciel, il va y avoir un bug, donc on va le redémarrer, ou on va comprendre d'où ça vient. Et puis, on identifie assez bien le problème, même s'il faut un peu de temps. La difficulté avec l'IA, là, c'est comme elle est censée se substituer à l'expertise humaine, imaginez qu'un système expert vous donne une liste de nombres qui va permettre à un médecin de faire un diagnostic, et le diagnostic va amener à un diagnostic erroné, éventuellement un traitement médical erroné. Alors bon, c'est peut-être un peu caricatural parce que peut-être qu'aujourd'hui il y a encore une certaine déontologie médicale, mais on peut dans d'autres domaines imaginer qu'une prise de décision soit prise très rapidement, soit faite très rapidement sur la base de chiffres. Et donc s'il y a une erreur, on ne la voit pas. Il peut y avoir des variations dans les chiffres et on peut très bien... Alors quelle confiance faire à une machine a priori? Ça c'est une vraie question. Quelle confiance faire à une machine dont on nous a présenté par exemple la qualité? Alors il y a des fondements juridiques en droit français qui sont potentiellement utiles pour l'intelligence artificielle, c'est la responsabilité du fait des produits défectueux. Je ne détaille pas parce que d'abord je ne connais pas ça par cœur, mais j'ai une petite note anti-sèche si on pose des questions là-dessus. Mais c'est une responsabilité sans faute qui va surtout peser sur le producteur, dans mon souvenir l'importateur, celui qui met dans le commerce et qui va réparer notamment les dommages corporels ou matériels aussi, au-delà d'un certain seuil dans mon souvenir. Et puis il y a la responsabilité du fait des choses. La responsabilité du fait des choses, c'est voilà, une responsabilité qui est une responsabilité qu'on peut facilement utiliser, sauf qu'il y a l'idée d'un gardien. Et la difficulté dans l'intelligence artificielle, c'est que est-ce qu'on est gardien de quelque chose dont on ne peut pas anticiper le comportement? Voir un robot, par exemple, dont l'intelligence est dans le cloud. Quel est le niveau d'interaction qu'on a avec la chose pour en avoir la garde? Alors si un bouton marche arrêt et qu'on peut l'arrêter tout de suite, peut-être qu'on pourra trouver une solution rapide, le bouton rouge, pour arrêter l'incident grave. Mais il y a forcément à un moment donné des gens qui ont conçu un algorithme, des gens qui ont sélectionné les données, des gens qui ont créé un logiciel, des gens qui l'ont intégré, il y a des gens qui ont créé une interface aussi. L'interface peut amener à des résultats faux. Donc il y a une responsabilité, il y a une dilution possible des responsabilités. Or, il faudra qu'on désigne quelqu'un. Alors on pourra chercher à ce moment-là qui a commis une faute, s'il y a une faute. On pourra sinon définir un système de responsabilité statutaire et dire, par principe, le responsable, c'est celui qui a conçu l'algorithme, ou par principe, le responsable, c'est celui qui l'utilise. Mais des fois, on peut se voir imposer l'utilisation d'un outil. On pense à un salarié, on lui dirait « Tiens, voilà ton nouveau collègue, un robot, est-ce qu'il est responsable ?» Non, pas forcément. Donc, il y a peut-être un autre responsable qui est celui qui tire un profit économique de la technologie qu'il emploie. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faudrait aller. Et après, est-ce qu'on va chercher une faute? Bon, moi je ne suis pas sûr qu'il faille, mais on peut réfléchir par rapport à des standards qu'on connaît déjà, quelque chose d'anormal. Bon, là, je suis très mesuré, mais c'est la question du standard, c'est-à-dire quelle confiance faut-il faire aussi, quelle est la norme à laquelle on doit se soumettre? Est-ce que ce sera la même aujourd'hui, dans 10 ans, quand on aura évolué par rapport à la technologie? Est-ce qu'on cherche une faute ou pas une faute? Et puis, qui paye pour les autres? Il y a un avocat français qui milite pour la personnalité juridique des robots, mais il est très isolé. Bon, en plus, celui qui exploite le robot, c'est souvent une entreprise, donc de toute façon, si on veut limiter la personnalité, enfin, l'indemnisation, on peut le faire en créant des systèmes comme ça, des sociétés opaques. Donc,
Et puis ça pose un problème philosophique de mettre au même niveau l'homme et la machine, à mon sens. Enfin, moi, c'est une idée à laquelle je ne peux pas me résoudre. Mais cette dilution des responsabilités, on l'a vu dans une décision de la Cour de cassation à propos d'un algorithme de Google. Donc c'est une tendance, enfin en tout cas c'est une tentation qui peut exister de dire comme on ne contrôle pas tout, il n'y a pas de responsable. Et je pense qu'il faut surtout ne pas aller vers ça. Parce qu'il y a des tonnes de choses qu'on ne contrôle pas et on trouve quand même des responsabilités. Derrière, il y a une question d'indemnisation. Et puis, si demain, il y a des milliers de robots potentiellement dangereux dans la rue, on aura une société qui est potentiellement extrêmement dangereuse et on peut trouver le moyen d'éviter ça. Alors les assurances viendront là-dessus. Alors elles seront peut-être dans un premier temps un peu attentistes parce qu'elles font des calculs et souvent elles n'ont pas les données pour faire ces calculs actuariels. Donc les premières personnes qui vont essayer de tirer profit économique, il faudra aussi qu'elles envisagent d'être leur propre assureur. On a des risques parmi les plus importants qui sont le credit scoring et les assurances. L'assurance, c'est un système un peu de solidarité, mais demain, et c'est dit dans cet ouvrage que je vous invite à lire vraiment, Weapons of Mass Destruction, vous avez des gens qui sont exclus d'un crédit en raison de leur code postal, vous avez des personnes dont on va dire, on peut individualiser finalement le risque à l'extrême avec ces outils-là. Et donc, la question de la mutualisation se pose plus vraiment. Il y a des tribus, alors cet auteur qui a écrit Weapons of Mass Destruction explique que on est fiché en permanence, alors le mot est un peu galvaudé, mais on se retrouve dans des milliers de fichiers. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un outil qui permet de retrouver l'ensemble des commentaires qu'on laisse sur tel ou tel réseau social. Donc c'est très rapide en fait, et ces données sont vendues et elles sont ajustées, réajustées en temps réel. Et voilà, il faut avoir conscience que les gens se voient assigner des boîtes, des catégories, et que, en fonction de ces catégories, dont elles ne sont pas conscientes, c'est-à-dire qu'elles sont fichées sans qu'elles le sachent, on peut les exclure du bénéfice de telle ou telle prestation, et c'est quelque chose qui risque fortement de se généraliser. Donc, on peut avoir des profilages qui vont se faire sur tout un tas de critères. Demain, le conducteur qui a une meilleure amplitude de sommeil, et on peut sûrement le déduire de son téléphone ou d'autres choses, ou qui a une alimentation saine, etc., ou qui fait un certain nombre de pas par jour, et ça on peut encore le déduire. La géolocalisation, en fait il y a énormément de données qui sont traduites rien que par nos téléphones, et avec les objets connectés ça va absolument exploser. Donc ce risque de traçage est vraiment important. Alors la CNIL a proposé des principes, elle a fait un rapport récemment sur les algorithmes et l'intelligence artificielle, qui sont le principe de loyauté. Alors, loyauté, il y a un exemple qui l'illustre assez bien, je trouve, c'est l'idée, vous allez sur un site internet et vous payez plus cher que le voisin parce qu'on a défini que vous pouviez payer plus cher. Est-ce que c'est loyal d'avoir des algorithmes qui vont créer des discriminations ou qui vont vous faire payer plus cher parce que vous revenez sur le site, donc c'est que ça vous intéresse? Donc on peut avoir ce genre de choses. Principe de vigilance, là je crois que ça repose sur un rapport du Conseil d'État. J'ai de la documentation si vous voulez, mais je pense qu'il y a aussi des principes dont il faudra sans doute, ces principes, il faudra en approfondir le contenu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment leur donner. Il faut que ce soit autre chose que des mots. Le règlement sur les données personnelles, c'est finalement des principes éthiques auxquels on a donné, pour partie au moins, quand on parle de minimisation des données, quand on parle de sécurité, enfin sécurité c'est pas un principe éthique, mais minimisation des données, détournement de finalité, c'est vous me donnez une information pour que j'en fasse tel usage, je ne vais pas en faire un autre usage. Et finalement c'est des principes qui apparaissent comme des principes éthiques, et l'important, c'est d'arriver à transformer ces principes éthiques en règles de droit, parce que l'éthique arrive souvent comme un premier, comme l'éclaireur du droit. Il y a d'autres pistes. À mon sens, il faut qu'on réfléchisse sur la collecte des données. Il faudrait que cette collecte de données soit en rapport avec les finalités qui sont derrière. C'est-à-dire, si on collecte des données sur votre code postal, peut-être que ça peut avoir un intérêt pour fixer le prix d'une maison ou une évolution d'un marché, mais pas pour vous accorder un crédit. Si on recueille des données de santé, ce n'est pas pour vous exclure du bénéfice de telle assurance, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui est à risque. Donc là, il y a un principe auquel peut-être on aurait pour lequel on pourrait avoir une utilité.
Il peut y avoir aussi une traçabilité des usages sensibles, par exemple quand la vie humaine est en cause, parce qu'avec certains systèmes d'intelligence artificielle, on a... alors, il y en a où la machine apprend et puis après on met ça dans le public, mais il y en a aussi qui continuent à évoluer. Il y a eu l'exemple du chatbot Tay qui s'est mis à proférer des termes racistes et sexistes après avoir été entraîné. Donc, l'algorithme, il y a l'algorithme qui va servir à programmer la machine et puis il y a celui qui évolue en traitant des données en continu et celui-là, il peut aboutir à des résultats qui peuvent être dangereux et il faut responsabiliser l'utilisateur. Celui qui essayerait de mal apprendre, j'allais dire à mal dresser la machine, parce que je dis dresser parce que en fait c'est un système mathématique, d'après ce qu'on m'a expliqué, de récompense algorithmique. Donc ça fait vraiment penser à ça. Celui qui apprend mal à la machine devrait avoir sa responsabilité n'est pas neutre. Et puis peut-être il faudra redéfinir les contours de la vie privée. Le Conseil national du numérique en France actuellement s'y emploie pour essayer de voir s'il n'y a pas dans cette vie privée l'idée qu'on appartient à tel ou tel groupe, puisqu'on peut assez facilement, en croisant des données, et de plus en plus facilement d'ailleurs, arriver à... Vous appartenez à 3 groupes et on vous identifie en gros. Hein. Ça va très vite. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire et il est 5h30. Est-ce que vous avez des questions ? Généralement, mais avec le développement justement de la justice prédictive, même si c'est pas un mot que vous avez utilisé, c'est quoi le principal aspect qui va changer au niveau de la profession d'un avocat? Alors, la profession. Alors, il y a eu des études là-dessus, notamment il y a eu un rapport du MIT sur l'intelligence artificielle avec quelques notes de bas de page qui cite notamment un article qui est assez bien fait sur l'évolution des métiers du droit avec des éléments quantitatifs. Bon, après, la méthodologie employée pour dire tant de métiers vont disparaître, tant d'autres... En fait, des fois on parle de métiers, des fois on parle de tâches. Donc déjà, on ne parle plus du tout des mêmes choses. Et c'est assez difficile d'arriver à identifier l'impact par rapport à l'emploi. Même si on sait qu'il va y avoir un impact. Ça, on le pressent, mais